Bonjour, je suis Grégory Pouy et je vous présente Vlan, un podcast pour vous aider à être plus serein dans un monde plein d'incertitudes. Pour votre confort d'écoute, ce podcast a été séparé en deux parties. Ceci est l'introduction de la deuxième partie. Parce que, en fait, quand je préparais, je me suis dit, on va forcément faire le parallèle avec Trump, qui est beaucoup plus. Finalement, quelque part, Macron, je pense qu'il a réussi le tour de force de mettre tout le monde d'accord sur le fait que c'était quelqu'un qu'on voulait plus du tout avoir au pouvoir. Ce qui est assez rare, j'ai l'impression. Euh, Trump, il est beaucoup plus dans l'actualité en ce moment, euh, de manière assez malheureuse. J'ai l'impression, évidemment, quand je pense pensée perverse au pouvoir, moi je pense à Trump aussi, bien sûr. Mais d'une certaine manière, l'immense différence que je placerais, entre guillemets, entre Trump et Macron, c'est que Trump, il a été élu pour ce qu'il disait et il fait ce qu'il a dit. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il a joué sur la misère des gens, tandis que Macron, il a menti, en tout cas, il a été séducteur et en fait, il a fait complètement autre chose. Euh, comment on peut qualifier Trump dans ce cas-là? Trump, c'est le narcissisme grandiose. Euh, Alors, on pourrait dire que Trump, c'est le pire de ce que le système politico-économique américain peut produire. De même que Macron est le pire de ce que notre système peut produire. C'est pire que Le Pen? Alors, je parle du système. Ah oui, oui. C'est-à-dire qu'au fond, Trump est un produit du système. Alors, je veux dire, il est le candidat du Parti républicain, même si, un peu comme Macron d'ailleurs, ce sont deux purs produits du système qui se font passer pour anti-système. C'est là qu'il y a quand même une arnaque dans les deux. Mais il y a des différences qui tiennent aux spécificités même des systèmes politico-administratifs économiques. En France, on a une haute fonction publique qui est très influente, qui constitue une sorte de caste. Donc Macron est le produit de ça. Une haute fonction publique qui va se vendre au privé dans les années 80. Donc Macron va bosser à Rothschild. Il est totalement représentatif du penchant oligarchique du système politique français. Voilà. Il en est le produit, l'expression la plus horrible, quoi. Avec un fantasme de toute puissance qui a quand même qui fait écho quand même à l'histoire politique française, parce que je crois qu'il se prend vraiment pour un roi. Il a un côté, il se prend pour un roi. Bon, donc le côté monarchique, il a complètement intériorisé aussi. Bon. Alors Trump, c'est entre guillemets le pire de ce que le système peut produire. Aux États-Unis, l'État a un rôle différent. Enfin, vous voyez, la question de l'entreprise, de l'enrichissement personnel, c'est beaucoup plus valorisé. Macron, d'ailleurs, de ce point de vue-là, a menti sur le niveau réel de sa richesse. Enfin, je veux dire, c'est documenté, il n'y a pas de doute. Hein. Alors que Trump, lui, il est dans le il n'a pas de problème par rapport à ça. Ça, c'est culturel pour nous. Ouais, c'est culturel. Donc, il met en avant ça. C'est vrai que c'est ça, en fait, qui est troublant. C'est ce côté qu'ils ont eu à être générés par un système en se posant l'un et l'autre comme anti-système. Et après, bon, il y a des différences de personnalité, de toute évidence. Trump, on sait à peu près qui c'est. C'est un peu comme Sarkozy, c'est-à-dire, grosso modo, on voit le gars, on le voit arriver à 100 mètres, c'est le gros narcissique, moi, totalement auto-centré, une vision du monde assez primaire. Macron, ce qu'il suscite en l'autre, c'est plutôt le sentiment de ne pas savoir le cerner. On ne sait pas qui il est. Et c'est ça qui est choquant d'une certaine manière. Mais par contre, les sorties de Trump, bon, alors après, c'est une stratégie
d'extrême droite, hein, clairement, qui a été défini par Bannon, de flood de bullshit, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fait, il raconte n'importe quoi, mais il y a des choses. Bah, je pense à Gaza, je pense au Groenland, je pense. Il y a tellement de trucs, en fait, qui sont hyper pervers. Enfin, je veux dire, de dire qu'on va sortir tous les gens d'un territoire et que ça sera mieux comme ça, je veux dire, c'est complètement fou. Enfin, je veux dire, et en ça, il est plus. Enfin, j'ai l'impression, mais c'est mon point de vue comme ça, mais il est plus pervers que Macron dans ses postures. Mais c'est peut-être le totalitarisme, finalement. Non, mais c'est. En fait, il faudrait. Le bon terme, en fait, c'est celui de déni pervers. C'est-à-dire, au fond, le déni pervers, c'est. Donc, c'est le fait de ne pas considérer, de refuser de considérer ce qu'on a sous les yeux. Le déni, au fond, c'est ça. C'est-à-dire, on refuse de voir ce qu'on devrait normalement voir, mais qu'on ne veut pas ou qu'on ne peut pas voir. Bon. Et le déni pervers est aujourd'hui devenu un mode de gouvernement. Parce que, si vous voulez, à partir du moment où, on a les médias, on a capacité quand même des groupes anciennement dominés, minorés, à prendre la parole, à exprimer leur point de vue, etc. Bon, quand on procède du pouvoir, et quand on veut perpétuer un pouvoir dominant, la seule manière de dominer, c'est de disqualifier moralement l'autre. Voilà. Donc l'autre, il est là, il existe. On peut pas vraiment. On aimerait le détruire, mais on peut pas vraiment le détruire dans certaines configurations politiques. Hein. Donc il faut trouver des biais. Donc les biais, c'est la disqualification, c'est une forme de relativisation. Par exemple, les Palestiniens, il suffit de les mettre en Égypte, et puis on va faire une Riviera. Enfin, avec quand même des intérêts économiques derrière. Parce que, alors, on va peut-être finir là-dessus, parce que je ne sais pas si on dépasse ou pas le temps. Mais au fond, le vrai déni qui structure toute la politique, c'est le déni climatique. Et le capitalisme aujourd'hui, et la classe dirigeante au service du capitalisme aujourd'hui dans un grand nombre de pays, c'est comme si elle était engagée dans une fuite en avant. Vraiment. Et cette fuite en avant, elle passe notamment par le fait de vouloir perpétuer un système de production qui est c'est l'extractivisme à tout crin, etc. Donc, il y a chez Trump, par exemple, la volonté d'élargir les frontières des États-Unis. Alors, les spécialistes des États-Unis vont vous dire qu'en fait, ils renouent avec une tradition qui est celle des États-Unis du 19e siècle, qui est une tradition impérialiste, où on étend son territoire autant que possible. En fait, ils renouent avec ça. Donc, impérialisme et État minimal. Voilà. C'est vraiment au cours du XXe siècle, la crise de 29, puis la guerre qui ont permis des réformes sociales d'envergure aux États-Unis. Bon. Mais au fond, c'est comme si c'était un grand retour en arrière. Donc, la caractéristique des classes dirigeantes à l'échelle internationale dans des pays qui paraissaient engagés dans des processus démocratiques, donc en Europe, aux États-Unis, certains pays d'Amérique latine, c'est le fait que cette classe dirigeante, elle est dans un déni, et ce déni ne tient comme déni pervers que par une fuite en avant. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a un côté, on se dit, mais pourquoi autant d'outrance ? Mais c'est parce que c'est la seule manière de contourner les évidences qui sont mises sous les yeux de tout le monde, en fait. Je veux dire, on est capable de savoir tellement de choses aujourd'hui. Je veux dire, les travaux des spécialistes de l'aménagement du territoire, du réchauffement climatique, on sait à peu près ce qu'il faut faire pour que la société fonctionne mieux. Et c'est
C'est pas du tout un truc que je sors comme ça. Non, mais je veux dire, c'est avéré. Et on a une classe dirigeante qui contourne ça. Donc, qui contourne tout un savoir constitué, tout un travail qui est fait par des journalistes, par des chercheurs, par la société civile, des associations, etc., qui le contournent. Et la seule manière de le contourner, c'est le déni pervers. Alors aux États-Unis, ça prend une autre forme quand même, parce que là, on interdit on bloque les fonds pour la recherche sur un certain nombre de sujets. On supprime les bouquins où il y a des termes qui sont utilisés. Voilà. Je viens de voir une vidéo ce matin d'une jeune fille étudiante qui a un visa aux États-Unis qui se fait arrêter en pleine rue. On se croirait quasiment dans une série type Handmaid's Tale, ou en français c'est La Servante écarlate. C'est-à-dire que cette personne, en l'occurrence, qui marche dans la rue, qui a un visa, qui est totalement en règle, etc., mais qui a critiqué le gouvernement américain sur la politique en Israël, se retrouve arrêté par, je sais plus, ils sont 5 ou 6 personnes, 5 ou 6 mecs habillés en civil, qui l'attrapent comme ça dans la rue. Enfin, c'est fou. Enfin, je veux dire, on est vraiment dans un film dystopique. Et là, en France, on en est quand même pas là, pour le coup. Il me semble. Non, on n'en est pas là, mais il faut quand même être vigilant. C'est-à-dire, il y a un sous-investissement dans la recherche qui est quand même criant dans les universités. Ouais, tu peux en parler. Ouais, non, je peux en parler. Il y a eu à un moment donné des discours de ministres, je pense à l'ancienne ministre de l'enseignement supérieur qui s'appelait Vidal, qui connaissent rien à la recherche et à l'université française. C'est vraiment frappant. Donc on n'en est pas là, mais il y a quand même des mécanismes de désinformation qui passent par le fait de dénigrer le vrai journalisme d'investigation et la recherche scientifique. Et c'est devenu un mécanisme structurel en France aujourd'hui. C'est ce réflexe qui consiste à dénigrer systématiquement, quand ça ne va pas dans le sens qu'on estime être le bon, ce qui est établi, soit par l'enquête journalistique, soit par la recherche scientifique. Alors, tu parlais d'écologie, et alors l'écologie, c'est un sujet intéressant parce que, bon, déjà, plus personne n'a envie d'en parler. On est tous et toutes dans l'évitement, d'une certaine manière, parce qu'on a un mode de vie qui, clairement, correspond pas. On le sait tous, d'une certaine manière, même si on trie nos déchets et qu'on prend moins de bouteilles en plastique, mais enfin, tout ça, c'est vraiment à la marge. On a un mode de vie qui correspond pas à la réalité de l'écosystème Terre, on va dire. Et c'est sûr que là, quand on voit les investissements dans l'armement et dans l'IA, pas vraiment dans le sens de l'écologie. Ça, c'est sûr. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est pas bien pour eux non plus en tant qu'humains. Je veux dire, ils ont une vie. Enfin, je veux dire, c'est des humains comme les autres, d'une certaine manière. Et donc, ils vont même pas dans leur intérêt propre. C'est ça qui est surprenant. C'est pour ça que c'était peut-être un peu confus ce que je dis. C'est pour ça que j'appelle le déni pervers est devenu central. Parce que il n'intègre pas ça. Parce que ça remet en cause leur pouvoir. Et ce faisant, ils vont contre les intérêts de l'humanité tout entière. C'est pour ça que cette classe dirigeante alors, il y a deux manières de voir les choses. On peut se dire, bon, mais c'est le chant du cygne d'une caste qui va bientôt débarrasser le plancher et on va pouvoir enfin faire de la politique autrement. On voit qu'il y a plein de ressources. Enfin, je veux dire, il y a votre podcast, mais il y a tellement d'initiatives comme ça, de jeunes qui soit font des podcasts, soit font du journalisme, essayent de faire les choses bien, d'avoir un rapport au monde sain, de penser l'avenir, etc. Il y a des gens qui s'investissent dans la recherche. On gagne pas énormément d'argent dans la recherche, mais on s'en fout. Non, mais je veux dire, et on se contente de ce qu'on a. Enfin, moi, personnellement, je suis très content de tout ce que j'ai. Enfin,
Et en plus, on sait ce qu'il faudrait prioriser, comme on dit, pour se préparer au réchauffement climatique en cours, pour anticiper ce qui va venir. Alors, c'est très difficile d'anticiper des menaces qu'on ne perçoit pas directement ou qu'on perçoit au coup par coup, qu'on perçoit à un moment et puis après la vie retrouve son cours. C'est-à-dire que les crises ne sont dans la plupart des endroits pas encore suffisamment fortes pour que ça change vraiment radicalement, que ça crée des trucs irréversibles qui font qu'on est obligé d'eux. Mais bientôt ce sera le cas. Et c'est déjà le cas, mais ça le sera, ça nous touchera De directement. manière plus visible, et on arrêtera de dire que c'est des catastrophes climatiques. Exactement. Exactement. Et donc, mais je veux dire, par exemple, tout le monde sait qu'il faut arrêter de construire des autoroutes. Par exemple. Oui, par exemple. Voilà. Donc, il faut moins de voitures. Voilà, moins de voitures. On sait en fait, en plus, c'est pas compliqué. Quand je dis ça. Et sur le papier, c'est pas compliqué de dire on va réhabiliter les gares, les petites gares. En plus, on a un réseau ferré en France qui est quand même pas mal. On le sait. Je lisais dans le dernier numéro de La Recherche une chercheuse qui a vraiment réfléchi en termes de rénovation énergétique. Alors, c'est assez connu, mais elle l'a vraiment chiffré, a vraiment travaillé. Elle explique pourquoi ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est mettre le paquet sur la rénovation des bâtiments existants, donc arrêter les constructions de bâtiments neufs et mettre le paquet sur la réhabilitation de tout ce qui existe. Donc, elle l'a prouvé scientifiquement. Enfin, c'est impressionnant. Comme on a prouvé scientifiquement que plus il y a de routes, plus il y a de voitures. Enfin, oui, non, mais ça n'enlève pas les bouchons. Bien sûr. Non, mais c'est donc bon. Alors du coup, j'ai perdu le fil un peu de ce qu'on se disait. Non, mais c'est pas grave. Mais je vous ai coupé. Ouais. Non, ce qu'on disait, c'était. Moi, j'étais en train de boire vos paroles aussi. Donc, pourquoi ils font ça en fait? Pourquoi ils vont pas dans leur sens à eux-mêmes? Parce qu'ils sont prisonniers de leur propre logique et de la préservation de leurs intérêts. Et comme cette logique est contredite par les faits scientifiques, par ce que ressentent la majorité des gens. Je veux dire, par exemple, les Gilets jaunes, le pseudo-grand débat qu'il y a eu après. Les études qui ont porté sur les cahiers de doléances montrent que, grosso modo, on sait ce que veulent la majorité des gens. Oui, et ils ont raison de le ressentir. Pardon ? Et ils ont raison de le ressentir. Exactement. Et tout est fait pour ne pas le prendre en compte. C'est ça, en fait, la logique aujourd'hui de la politique, des mécanismes de domination politique qui sont à l'œuvre, c'est de contourner les intérêts du plus grand nombre. Deux questions quand même que j'aurais sans doute dû poser au début, mais qui me semblent importantes. Une remarque que vous m'avez dite, qu'on vous a faite, et que je trouve intéressante, c'est est-ce qu'on peut effectivement diagnostiquer quelqu'un à distance, enfin qu'on ne connaît pas personnellement? C'est la première. Et la seconde, je voulais revenir sur cette vidéo qui a été énormément vue, partagée en France, de ce psychiatre italien qui explique la perversion de Macron assez tôt et qui a été complètement désavoué parce qu'il était d'extrême droite. Et donc on a considéré que c'était une manipulation politique de l'extrême droite. Donc j'aimerais bien qu'on parle de ces deux points. Donc la première, c'est est-ce qu'on peut effectivement diagnostiquer quelqu'un à distance sans le connaître personnellement, sans avoir une conversation avec cette personne, parce qu'un certain nombre de critères sont réunis pour définir son profil psychologique d'une certaine manière. Et la deuxième sur l'italien. Mais d'abord... Oui. Alors, comme sociologue, en fait, ce que je fais, c'est pas de dire Macron est pervers narcissique. C'est d'analyser pourquoi les gens, beaucoup de personnes, voient en Macron un personnage toxique, pervers narcissique, manipulateur. Il y a un ensemble de mots qui permettent d'exprimer le sentiment qu'on a affaire à quelqu'un qui n'est pas fiable, qui nous trompe, qui nous manipule, qui est dangereux.
qui est dangereux. Parce que, je veux dire, les seuils de sensibilité se sont accrus et il y a des manières d'être et de faire qu'on ne supporte pas et dont on essaye de se protéger. Voilà. Donc là, je réponds un peu à votre question, c'est-à-dire que je contourne cette critique qu'on peut faire et qui est une critique qu'on fait systématiquement, par exemple aux associations d'aide aux victimes, en disant oui, mais vous aidez des victimes, donc sous-entendu, qui catégorise leur agresseur de telle ou telle manière, vous ne l'avez pas vu, de quel droit vous prenez position. Et sauf que les associations d'aide aux victimes, elles ont les instruments pour comprendre une situation par rapport à ce que leur raconte la victime. Et elles font le tri. Il y a, entre guillemets, les vraies et les fausses, et les fausses victimes. Donc ça, c'est le premier point. Et Segatori, donc ce professeur italien, alors il est juste, très tôt, effectivement, il a fait une vidéo. Donc très tôt, c'était avant l'élection présidentielle de 2017, avant le premier tour. Et pour la petite anecdote, il semblerait que Marine Le Pen, influencée par cette vidéo, ait cherché lors du débat de l'entre-deux tours à pousser Macron à essayer de le prendre en faute et à le faire s'énerver. D'où à un moment donné, elle est un petit peu presque pas séductrice, mais bon, bref. Donc non, je pense que Segatori, le problème, c'est que pour le coup, il pose le problème Macron en disant explicitement c'est un problème de pédophilie. Voilà. Donc Macron serait la victime d'une personne pédophile et sa manière de surmonter le traumatisme, c'est la toute-puissance. Une sorte de toute-puissance qui serait une sorte de mécanisme de défense par rapport au trauma d'une agression de type pédophile. Bon, c'est trop long, on n'a pas le temps, mais moi j'essaye dans le livre d'apporter une autre interprétation de ce qui se joue dans ce couple très particulier, c'est incontestable, formé par Brigitte et Emmanuel Macron. Et alors, non, mais je suis intéressé quand même. Qu'est-ce que, selon vous, il se joue dans un couple? Effectivement, parce que c'est pas tant le fait qu'elle soit plus âgée que lui, c'est la différence d'âge et le fait qu'elle l'a rencontré, il était mineur quand même. Oui, bien sûr. Non, mais c'est hors norme. C'est hors norme. C'est certain que c'est hors norme. Ce que j'explique, c'est que ce qui noue le couple, c'est le fait d'avoir dépassé ça, c'est-à-dire le fait qu'il était mineur quand il l'a rencontré, que évidemment ça a créé un scandale à Amiens où ils se sont rencontrés. Bon, même un drame familial parce que, je veux dire, la séparation de Brigitte et de son mari a été très dure. Je veux dire, pauvre monsieur Ozière, qui est mort tout seul dans un EHPAD. J'ai pas du tout suivi, mais. Ah non, mais c'est dramatique. C'est dramatique. Donc, moi, je peux pas juger. Clairement, il y a de l'amour. Voilà, il y a de l'amour. Bon, c'est comme ça. Il y a une forme de rencontre entre guillemets anormale. Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est de comprendre les effets que ça a eu et les effets politiques que ça a. Les effets politiques que ça a, c'est que Brigitte est la personne qui autorise Macron à faire tout ce qu'il veut. Parce qu'elle est celle qui pardonne sa perversion, le fait qu'il est ultra manipulateur, parce qu'au fond, à partir du moment où Brigitte lui donne l'assurance qu'il est dans la toute-puissance, qu'il est omniscient, qu'il sait tout, qu'il est aimable puisqu'elle lui donne un amour sans condition, qui prolonge l'amour que portait la grand-mère de Macron au petit Macron, ça l'autorise à faire ce qu'il veut, traiter les gens comme des objets, puisqu'il est assuré de bénéficier de l'amour absolu de cette femme qui prolonge la mémoire de cette grand-mère qu'il avait mise sur un piédestal. Ça lui donne une assurance
qui crée des vrais problèmes parce qu'il est vraiment persuadé d'avoir tout le temps raison. Tout le temps. Ouais, Tout le temps, tout le temps, tout le complètement. temps. Il écoute personne. Voilà. C'est ce qu'on dit. Il écoute personne. Mm. Et voilà. Donc, alors je parle de folie à deux. C'est le titre du chapitre, c'est immaturité et folie à deux. Voilà, j'essaye d'apporter des éléments d'éclairage sociologique. Parce que derrière, il y a aussi, et c'est le dernier point intéressant, je trouve, parce que au fond, c'était un vrai handicap pour Macron, cette différence d'âge avec Brigitte, son épouse, et c'était un problème qu'il fallait régler. Il y a eu un documentaire là récent de Off Investigation. Ça, j'ai pas vu. Ça a énormément fonctionné. 1,2 million de vues en 15 jours, quoi. Enfin, Effectivement, ouais. Et donc, c'est un documentaire qui met vraiment l'accent là-dessus. Bon. Sur le problème de cette différence d'âge qu'il fallait régler du point de vue d'un récit que les médias devaient colporter. Et ça s'est renversé comme un atout pour Macron. Donc l'atout d'un homme ultra progressiste. Oui, c'est ça. Qui vit avec une femme plus âgée que lui. Donc c'est pas le mec de base qui est avec une jeunette. Au contraire, il est dans un couple stable. Même ça c'était un atout d'autant plus précieux que le gars est jeune, vient de la banque, qu'il avait tous les traits du jeune loup aux dents longues dont on se méfie. Or, le fait d'être avec une femme plus âgée, ça a énormément contribué à rassurer notamment l'électorat âgé. Ça, il y a eu des mesures qui ont été faites. Donc, il a réussi à profiter finalement de ce qui aurait dû être un inconvénient. Il a retourné comme un atout. Donc oui. Non, mais c'est vrai que c'est le point décisif. Parce qu'il n'est pas président de la République s'il n'y a pas Brigitte. C'est clair. C'est vraiment une conquête du pouvoir à deux. Ça commence très tôt, en fait. Je pense que très tôt, ils ont ça en ligne de mire. Et c'est une vraie entreprise. Et une question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'on se poserait la question si c'était l'inverse, c'est-à-dire que c'était un homme, une femme politique jeune qui sortait avec une personne âgée. Je pense qu'on se poserait la question, parce que c'est important de retourner le truc et de se dire est-ce que c'est juste une pensée patriarcale, de se dire attends, un mec avec une femme plus âgée. Mais à partir du moment où la rencontre se fait alors que la personne est mineure, moi c'est ça qui me choque le plus finalement, c'est plus que la différence d'âge d'une certaine manière. Oui, mais bien sûr, c'est ça le cœur du problème. C'est le cœur du problème. Je sais pas trop quoi répondre. Non, il n'y a pas vraiment de réponse. Non, il n'y a pas de réponse parce que en fait, on sait pas. Puis il y a plusieurs versions sur l'âge, par exemple. Là maintenant, on dit 14 ans. Je suis pas sûr. Il me semble qu'il est en seconde quand il la croise. Alors peut-être que il s'est intéressé à cet atelier théâtre un peu avant, mais ça a dû être progressif, je pense. Et le seul truc qui me gêne par rapport au discours sur c'est une histoire de pédophilie, c'est que ça ne permet pas de comprendre ce qu'est le problème de la prédation pédophile. Les pédophiles sont des prédateurs, enfin voilà. Bon, là, c'est une histoire unique. Brigitte Macron, voilà, il se trouve qu'elle est tombée amoureuse d'un type qu'elle a perçu comme quelqu'un de totalement hors norme. Et d'ailleurs, je cite une phrase d'elle où elle dit « Jamais je ne serais partie avec un homme plus jeune que moi ». Donc il y a une forme de déni qui soude ce couple. C'est-à-dire que c'est comme si elle refusait de voir en Macron ce qu'il est vraiment. C'est-à-dire elle l'a connu effectivement un adolescent. Mais pour elle, c'était pas un adolescent, c'était un génie. C'était Mozart, c'était Gérard Philippe, c'était tout. Voilà, c'est la chance d'une vie, quoi. Enfin, pour elle. Ouais. Alors pourquoi quelle insatisfaction elle avait dans sa vie, qu'est-ce qu'il y a dans sa tête, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que ça a dû être terrible de traverser cette épreuve-là
et qu'à partir du moment où ils ont traversé ça, c'est-à-dire où ils ont imposé leur couple, et c'est pour ça que je pense qu'à partir du moment où leur couple a acquis une forme a été reconnu comme tel à la suite du mariage, étonnamment, c'est à partir de ce moment-là où on peut documenter le moment où ils commencent à réseauter comme des malades. C'est en 2007. Là, ça réseaute vraiment, 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 vraiment beaucoup. Pourquoi ? Évidemment, ils ne se disaient pas dans 10 ans, je vais être élu. Mais il y avait cette volonté de conquérir le pouvoir, conquérir Paris. Ouais, parce qu'en fait, je tourne le truc, mais je me dis, parce qu'elle avait 38 ans, je crois, quand lui, il en avait 14. Je crois que c'est une histoire comme ça. Ouais, alors ça, c'est la première fois qu'ils se sont croisés. Ouais. Non, mais n'empêche que... Enfin, moi, j'imagine, moi, j'ai pas 38 ans, mais je me rappelle à 38 ans, être attiré par une gamine, parce qu'en fait, vraiment, c'est ça, de 14 ans, ou même si j'en avais 42 et que j'étais attiré par une gamine de 17 ou 16, il y aurait, enfin, je veux dire, ça serait un problème. Non, je sais pas. Pour la plupart des gens, oui, c'est un problème. Enfin, moi, j'ai 49 balais. Ouais, moi, quasiment aussi. Non, mais tu vois, on se voit pas. J'envisage même une fille de 25 ans, je veux dire, ça n'a aucun sens, d'une certaine manière. Non, ça n'a aucun sens. Donc, il y a un truc, voilà, il y a un truc qui s'explique, hein. Ça existe, hein, des grandes différences d'âge. Hein. Moi, mon père avait 22 ans de plus que ma mère. Il y a des explications, des choses qui se jouent dans l'enfance, enfin. Mais là, effectivement, il avait quand même 14-15 ans, la première fois qu'ils se sont croisés. La relation se noue vraiment au moment où il travaille sur une pièce de théâtre. Donc, il est quand même un peu plus âgé. Je pense que c'est là où il faut faire commencer la relation. Donc, il y a un truc de fascination réciproque. Elle lui renvoie cette image de perfection. Elle a le sentiment d'avoir affaire à un génie. C'est difficile à comprendre. C'est difficile à comprendre. On peut juste constater le fait que avoir vécu cette histoire-là, c'est comme si ça les autorisait à tout. Une fois qu'on a traversé ça, finalement, ouais, tout est possible. Tout est possible. Et donc, ils sont dans une sorte de toute-puissance. Et cette fuite en avant, alors, il y a aussi l'hypothèse de la réparation, c'est-à-dire, il faut accéder au pouvoir pour se réparer par rapport à tout. Bon. Mais disons que ça explique cette capacité qu'il a eue à griller toutes les étapes. Et à s'autoriser à ne pas jouer un jeu que normalement les gens jouent. Par exemple, quand on commence en politique, on est un peu patient, on attend son tour, voilà, on va pas poignarder tout de suite. Tout le monde. Tout le monde, je veux dire, on fait pas ça. Même si à un moment donné, on poignarde, on met un peu l'effort, mais on attend un minimum, quoi. Donc lui, il est allé beaucoup plus vite et sans foi ni loi, il a conquis le pouvoir. Et c'est une conquête à deux. Ça, c'est intéressant. Merci beaucoup, Marc. Je vous en prie. Super intéressant. Le podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir, ou vous, la porte ou la claquer. Pardon. Alors, c'est très pénible de travailler sur Macron. Et je dois avouer que ça m'a vraiment épuisé. Donc l'idée, c'est d'ouvrir la porte vers un avenir qui serait débarrassé de ce type de personne. Je pense que ce type de personne est assez représentatif d'un moment de transition. C'est-à-dire, on est entre les normes traditionnelles et des normes nouvelles d'égalité, de réflexivité. Voilà. Et c'est comme si on était dans un entre-deux. Mais on est, on est dans un entre-deux. Et Macron est typique de ça. C'est-à-dire, d'un côté, soi-disant, c'est le président de la République le plus jeune qu'on ait jamais eu. C'est de Gramsci, d'une certaine manière. C'est ça, c'est exactement ça. Donc c'est un monstre. C'est un monstre. Pour filer Gramsci, c'est un monstre. Et soit les monstres gagnent, soit c'est un très 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 mauvais moment à passer pour affronter des difficultés considérables, mais avec un rapport à l'autre sain. Moi, je crois qu'on va affronter ces... Enfin, je pense pas qu'il veut gagner. Enfin, je vois pas comment ça peut gagner, mais je pense qu'on est dans une transition et que, par essence,
Ces moments de transition, c'est des moments de réinvention aussi. Bah, J'espère. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci beaucoup, c'était super. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.